Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Lettres choisies de Madame de Sévigné. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Il faut, ma bonne, reprendre le fil de ma lettre, que je laisse toujours un peu reposer quand j'ai à traiter le chapitre de votre santé. Il faut, pour ne vous pas ennuyer, vous suivre les tristes aventures de ces pauvres gens. Monsieur de Luxembourg a été 2 jours sans manger. Il avait demandé plusieurs pères jésuites. On lui a refusé. Il a demandé l'avis des saints. On lui a donné. Il ne sait, comme vous voyez, à quel saint se vouer. Il fut interrogé 4 heures, vendredi ou samedi. Je ne m'en souviens pas. Ensuite, il parut fort soulagé et soupa. On croit qu'il aurait mieux fait de mettre son innocence en pleine campagne et de dire qu'il reviendrait quand ses juges naturels, qui sont le Parlement, le feraient revenir. Il a fait grand tort à la Duchée en reconnaissant cette chambre, mais il a voulu obéir aveuglément à Sa Majesté. Monsieur de Cessac a suivi l'exemple de Madame la Comtesse. Mesdames de Bouillon et Tingry furent interrogées lundi à cette chambre de l'Arsenal. Leurs nobles familles les accompagnèrent jusqu'à la porte. Il ne paraît pas jusqu'ici qu'il y ait rien de noir à leur sottise. Il n'y a pas même du gris-brun. Si on ne trouve rien de plus, voilà de grands scandales qu'on aurait pu épargner à des personnes de cette qualité. Le maréchal de Villeroy dit que ces messieurs et ces dames ne croient pas en Dieu. Et qu'ils croient au diable. Vraiment, on compte des sottises ridicules de tout ce qui se passait chez ces coquines de femmes. La maréchale de la Ferté, qui est si bien nommée, alla par complaisance avec Madame la Comtesse et ne monta point en haut. Monsieur de Langres était avec elle. Voilà qui est bien noir. Cette affaire lui donne un plaisir qu'elle n'a pas ordinairement, c'est d'entendre dire qu'elle est innocente. La duchesse de Bouillon alla demander à la voisin qu'un peu de poison pour faire mourir un vieux mari qu'elle avait, qui la faisait mourir d'ennui, et une invention pour épouser un jeune homme qui l'amenait sans que personne le sût. Ce jeune homme était Monsieur de Vendôme, qui l'amenait d'une main, et Monsieur de Bouillon de l'autre, et de rire. Quand une Mancini ne fait qu'une folie comme celle-là, c'est donné. Et ces sorcières vous rendent cela sérieusement et font horreur à toute l'Europe d'une bagatelle. Madame la comtesse de Soissons demandait si elle ne pouvait point faire revenir un amant qui l'avait quitté. Cet amant était un grand prince, et on dit qu'elle dit « s'il ne revenait à elle, il se repentirait ». Cela s'entend du roi, et tout est considérable sur un tel sujet, mais voyons la suite. Si elle a fait de plus grands crimes, elle n'en a pas parlé à ces gueuses-là. Un de nos amis dit qu'il y a une branche aînée au poison, où l'on ne remonte point, parce qu'elle n'est pas originaire de France. Tout ceci sont des petites branches de cadets qui n'ont pas de souliers. La Tingry fait imaginer quelque chose de plus important, parce qu'elle a été maîtresse des novices. Elle dit « J'admire le monde ». On croit que j'ai couché avec Monsieur de Luxembourg et que j'ai eu des enfants de lui. Hélas, Dieu le sait. Enfin, le ton d'aujourd'hui, c'est l'innocence dénommée. Et l'horreur du scandale. Peut-être que demain, ce sera le contraire. Vous connaissez ces sortes de voix générales. Je vous en instruirai fidèlement. On ne parle d'autre chose dans toutes les compagnies. En effet, il n'y a guère d'exemple d'un pareil scandale dans une cour chrétienne. On dit que cette voisin mettait dans un four tous les petits-enfants dont elle faisait avorter. Et Madame de Coulanges, comme vous pouvez penser, ne manque pas de dire, en parlant de la Tingry, que c'était pour elle que le four chauffait. Je causais fort hier avec Monsieur de la Rochefoucauld, sur un chapitre que nous avions déjà traité. Rien ne vous presse pour écrire, mais il vous conjure de croire que la chose du monde où il a le plus d'attention serait de pouvoir contribuer à vous faire changer de place, s'il arrivait le moindre mouvement dans celle qui vous convienne.
Je n'ai jamais vu un homme si obligeant, ni plus aimable dans l'envie qu'il a de dire des choses agréables. Voici ce que j'apprends de Bonlieu. Madame de Bouillon entra comme une petite reine dans cette chambre. Elle s'assit dans une chaise qu'on lui avait préparée et au lieu de répondre à la première question, elle demanda qu'on écrivît ce qu'elle voulait dire. C'était qu'elle ne venait là que par le respect qu'elle avait pour l'ordre du roi et nullement pour la chambre, qu'elle ne reconnaissait point et qu'elle ne prétendait point déroger aux privilèges des ducs. Elle ne dit pas un mot que cela ne fût écrit. Et puis, elle ôta son gant et fit voir une très belle main. Elle répondit sincèrement jusqu'à son âge. « Connaissez-vous la Vigoureux ?»« Non. »« Connaissez-vous la Voisin ?»« Oui. »« Pourquoi vouliez-vous vous défaire de votre mari ?»« Moi m'en défaire ? Vous n'avez qu'à lui demander s'il en est persuadé et il m'a donné la main jusqu'à cette porte. Mais pourquoi alliez-vous si souvent chez cette Voisin ? » ?»« C'est que je voulais voir les Sibylles, qu'elle m'avait promises. Cette compagnie méritait bien qu'on fît tous les pas. Si elle n'avait pas montré à cette femme un sac d'argent, elle dit que non, par plus d'une raison, et tout cela d'un air fort riant et fort dédaigneux. Eh bien, messieurs, est-ce là tout ce que vous avez à me dire ? Oui, madame. Elle se lève et en sortant, elle dit tout haut, « Vraiment, je n'eusse jamais cru que des hommes sages puissent demander tant de sottises. » Elle fut reçue de tous ses amis, parents et amis avec adoration, tant elle était jolie, naïve, naturelle, hardie, et d'un bon air et d'un esprit tranquille. Pour la Tingry, elle n'était pas si gaillarde. Monsieur de Luxembourg est entièrement déconfit. Ce n'est pas un homme, ni un petit homme, ce n'est pas même une femme, c'est une petite femmelette. Fermez cette fenêtre, allumez du feu, donnez-moi du chocolat. Donnez-moi ce livre, j'ai quitté Dieu, il m'a abandonné. Voilà ce qu'il a montré à Besmo et à ses commissaires avec une pâleur mortelle. Quand on n'a que cela à porter à la Bastille, il vaut bien mieux gagner pays, comme le roi. Avec beaucoup de bonté, lui en avait donné les moyens jusqu'au moment où il s'est enfermé, car il y a 15 jours qu'il savait le décret qu'il serait contre lui. Mais il en faut revenir malgré soi à la Providence. Il n'était pas naturel de se conduire comme il a fait, étant aussi faible qu'il le paraît. Je me trompais. Madame de Mecklembourg ne l'a point vu. Et la Tingry, qui revient avec lui de Saint-Germain, n'eut pas la pensée, ni lui aussi, de donner le moindre avis à Madame de Mecklembourg. Il y avait du temps de reste. Mais elle l'obsédait, si entièrement qu'il ne connaissait qu'elle et elle éloignait tout de monde de lui. J'ai vu cette Mecklembourg au fil du Saint-Sacrement, où elle s'est retirée. Elle est très affligée et se plaint fort de la Tingry, qu'elle accuse de tous les malheurs de son frère. Je lui dis que je lui faisais par avance tous vos compliments, que vous seriez fort touché de son malheur. Elle me dit 1000 douceurs pour vous. On pourrait faire présentement tout ce qu'on voudrait dans Paris, qu'on n'y penserait pas. On a oublié Madame de Soubise et l'agonie de cette pauvre Bartilla. En vérité, je ne sais comme cela va. Je veux pourtant penser à ma pauvre petite Adhémar, la pauvre enfant, que je la plains d'être jalouse. Hélas, ma bonne, ayez-en pitié. J'en suis touchée. C'est cette friponne de Pauline qui fait tout ce désordre. Elle est donc déjà sous la papillote avec ses sœurs et le petit garçon tout ému, ma bonne. Je vois tout cela. Et monsieur de Grignan qui bat la mesure. La pitié doit faire un grand effet. Monsieur d'Oppède vous abandonne entièrement sa chère femme. Je voudrais bien que vous lui fassiez un petit compliment pour moi. Tout ce qui me fâche, ma bonne, c'est que je vous vois dans votre lit, pendant que vos enfants se réjouissent. J'ai vu que vous n'eussiez pas été fâchée de les voir danser un moment. Vous n'êtes plus en cet état. Et l'on ne peut pas en être plus touché que je le suis. Je songeais l'autre jour que le lait vous avait guéri. En m'éveillant, je trouvais que ce n'était qu'un songe. J'en eus le cœur affligé. Ne m'écrivez qu'une demi-page, ma chère bonne.
Laissez-moi vous conter tout ce qui me convient. Mon Gobert m'en dira un mot. Voilà tout ce que je désire. Et que vous vous portiez mieux que vous ne faites. J'écris à plusieurs reprises. Je n'écris qu'à vous, je vous dis tout ce que j'apprends. Je dois écrire des volumes. Et vous, 3 mots. Mon fils est encore à Nantes, quoique je lui ai mandé de laisser nos affaires. De Corbinelli. Sentiment de M. Descartes, touchant les sens et les propriétés du corps. Opposé à la doctrine de l'Église et conforme aux erreurs de Calvin sur le sujet de l'Eucharistie, à nos seigneurs les évêques. De Bussy Rabutin. Et quand reviendrez-vous donc, madame? J'ai encore 5 mois à vous attendre ici. Je vous assure que je serai bien aise de vous y revoir. Mais si vous n'y revenez pas dans ce temps-là, vous voulez bien que je vous mande quelque événement prodigieux, car nous n'écrivons plus cet hiver autre chose. Bonjour, madame. Croyez bien, je vous supplie, que je vous honore extrêmement, et même que je vous aime. Madame de Coligny ne me désavouera pas assurément, quand je vous dirai qu'elle est votre très humble servante. Je vous dis encore adieu et vous embrasse de tout mon cœur, ma très bonne et très chère. À mon Gobert. Ma chère mon Gobert, je vous conjure de faire une légère réponse à tout ce volume et empêchez toujours bien ma fille de m'écrire. Son écriture me donne du chagrin, mais la cause de ce chagrin n'est pas médiocre. Mandez-moi, ma chère, des nouvelles de sa santé. Et si elle se conserve toujours, et si elle se nourrit comme je lui ai conseillé, je suis très humble servante des papillotes de mesdemoiselles de Grignan. Lettre 56 à Guitaut. À Livry, mardi gras, 5 mars 1680. Non, assurément, mon très cher monsieur, je n'ai point su cette dernière maladie de madame votre femme. Monsieur de Caumartin ne me voit point, et ne m'a pas cru digne de me donner part d'une nouvelle où je prends tant d'intérêt. Bon Dieu, quelle douleur pour vous! Et que je l'aurais bien partagée, comme je fais le soupir que je crois vous entendre faire. Après qu'on a eu le cœur bien serré, quand il commence à se dilater et à se trouver à son aise, cet état est bien doux après celui où vous avez été. En vérité, j'entre bien tendrement dans ces différents sentiments. Mais voilà la seconde maladie mortelle depuis très peu de mois. Le bon Dieu veut éprouver votre soumission en vous donnant toute l'horreur d'une telle perte. Et puis, il retient son bras. Je vous conjure de croire bien fortement que je vous aurais écrit, que j'aurais fait bien des pas pour m'instruire à point nommé des nouvelles qu'on recevait de vous. On m'a laissé dans une belle ignorance. J'étais tout étonnée de n'avoir point de vos nouvelles, et que vous ne m'eussiez rien dit sur ces Grignan, que voilà bien placés. Je voudrais bien que l'aînée eût un peu son tour. Ma fille est à Aix. Elle se porte mieux, elle a trouvé un médecin à qui elle se fie et qui la gouverne. Elle souffre toute la rigueur du carnaval. Vous savez comme elle est sur ces divertissements qu'il faut prendre par commandement. Elle y fait une horrible dépense. Elle se repose assez souvent pour son argent, pendant que l'on danse, que l'on joue et que l'on veille. Pour moi, je suis venue ici passer solitairement les jours gras avec 2 ou 3 personnes. Je me suis parfaitement bien trouvée dans cette fantaisie. Le roi nous amènera bientôt une dauphine dont on dit 1000 biens. Adieu, monsieur. Hélas, vous aviez bien mauvaise opinion de mon amitié. De me taire quand j'avais tant à dire. Je suis affligée qu'on m'ait laissée si négligemment dans cette léthargie. Madame, je me réjouis du fond de mon cœur de votre résurrection. Mais qu'avez-vous à mourir si souvent et donner de si terribles craintes à ce pauvre homme et à tous vos amis? Je n'aurais pas été des moins effrayés si j'avais connu votre terrible état. N'y retombez plus, je vous prie, pour notre repos. Lettre 57 à Guitaut. À Paris, le vendredi 5 avril 1680. Voilà 2 étranges maladies, en attendant la 3e, qui est d'accoucher.
Mon Dieu, que je vous plains, mon pauvre monsieur, et que je suis bien plus propre qu'un autre à sentir vos peines, hélas. Je passe ma vie à trembler pour la santé de ma fille. Elle avait eu un assez long intervalle, elle avait fait quelques remèdes d'un médecin d'Aix, qu'elle estime fort. Elle les a négligés. Elle est retombée dans ces incommodités, qui me paraissent très considérables parce qu'elles sont intérieures. C'est une chaleur, une douleur, un poids dans le côté gauche qui serait très dangereux s'il était continuel. Mais Dieu merci, elle a des temps qu'elle ne s'en sent pas. Et cela persuade qu'avec un peu de persévérance à faire, ce qu'on lui ordonne, elle apaiserait ce sang qu'on accuse de tous ses maux. Elle vous a écrit. Ah, parce que vous l'aimez. Priez-la de ne vous plus écrire de sa main, pardon. C'est l'écriture qui la tue, mais visiblement. Qu'elle vous fasse écrire par Mongobert. J'ai obtenu d'elle qu'elle n'écrit qu'une seule page, et le reste d'une autre main. Je reviens donc à vous assurer que je comprends vos peines mieux que tout le reste du monde. Monsieur de la Rochefoucauld est mort, comme vous le savez. Cette perte est fort regrettée. J'ai une amie qui ne peut jamais s'en consoler. Vous l'aviez aimée. Vous pouvez imaginer quelle douleur et quel agrément pour un commerce rempli de toute l'amitié et de toute la confiance possible entre deux personnes dont le mérite n'est pas commun. Ajoutez-y la circonstance de leur mauvaise santé, qui les rendait comme nécessaires l'un à l'autre et qui leur donnait un loisir de goûter leur bonne qualité qui ne se rencontre point dans les autres liaisons. Il me paraît qu'à la cour, on n'a pas le loisir de s'aimer. Le tourbillon, qui est si violent pour tous, était paisible pour eux et donnait un grand espace au plaisir d'un commerce si délicieux. Je crois que nulle passion ne peut surpasser la force d'une telle liaison. Il était impossible d'avoir été si souvent avec lui sans l'aimer beaucoup. De sorte que je l'ai regretté, et par rapport à moi, et par rapport à cette pauvre Madame de La Fayette, qui serait décriée sur l'amitié et sur la reconnaissance si elle était moins affligée qu'elle ne l'est. Il est vrai qu'il n'a pas joui longtemps de la fortune et des biens répandus depuis peu dans sa maison. Il le prévoyait bien et m'en a parlé plusieurs fois. À rien échappé à la sagesse de ses réflexions. Il est mort, avec une grande fermeté. Nous causerions longtemps sur tout cela. Et le pauvre monsieur Fouquet, que dites-vous de sa mort? Je croyais que tant de miracles, pour sa conservation, promettaient une fin plus heureuse. Mais les essais de morale condamnent ce discours profane et nous apprennent que ce que nous appelons des biens n'en sont pas. Et que si Dieu lui a fait miséricorde, comme il y a bien de l'apparence, c'est là le véritable bonheur. Et la fin la plus digne et la plus heureuse qu'on puisse espérer, qui devrait être le but de tous nos désirs, si nous étions dignes de pénétrer ces vérités. Aussi, nous corrigerions notre langage aussi bien que nos idées. Voilà encore un chapitre sur quoi nous ne finirions pas si tôt. Cette lettre devient une table des chapitres. Ce serait un volume si j'y disais tout ce que je pense. Si la famille de ce pauvre homme me croyait, elle me ferait point sortir de prison admis. Puisque son âme est allée à Pignerol, dans le ciel, j'y laisserai son corps après 19 ans. Il irait de là, tout aussi aisément, à la vallée de Josaphat, que d'une sépulture, au milieu de ses pères. Et comme la Providence l'a conduit d'une manière extraordinaire, son tombeau le serait aussi. Je trouverais un ragoût dans cette pensée, mais Madame Fouquet ne pensera point comme moi. Les deux frères sont allés bien près l'un de l'autre. Leur haine a été le faux endroit de tous les deux, mais bien plus de l'abbé, qui avait passé jusqu'à la rage. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.